Bon, dis-moi donc, Gascon, as-tu gagné ton pool du Vendée Globe? Non. Est-ce que c'est fini d'abord? C'est terminé. Mais il reste, je pense, quatre skippers qui ne sont pas encore arrivés parce que l'arrivée... C'est pas fini tant que le dernier n'est pas arrivé. Exact. C'est pas fini officiellement tant que le dernier n'est pas arrivé. Ça se fait sur plusieurs semaines parce que le premier a complètement pulvérisé l'ancien record du monde. Là, ah oui? D'une dizaine de jours environ. Là. J'ai pas vraiment suivi. Je suis un peu déçu, mais... Je m'en confesse. Donc là, qui a gagné? Est-ce que c'est le frère de Rasmus Dahlin? Oui, Charlie. C'est lui qui a gagné? Oui, qui a terminé premier. Ça s'est fini en 69 jours, je pense. En tout cas, c'est près de... Un sprint. C'est un sprint. Écoute, ils n'ont pas lâché. Ça y est, il fallait pas cligner des yeux. Mais la dernière édition, 4 ans plus tôt, ça s'est terminé en 79 jours. T'imagines ah oui, 10 jours. La progression, donc c'est bon, ça. C'est bon. Mais là, on choisissait chacun, je ne sais pas si j'avais déjà expliqué comment on fonctionnait. Mais on choisissait chacun 3 navigateurs, 3 skippers. Donc, il fallait attendre quand même qu'à peu près tout le monde arrive. C'est un classement par points, c'est très compliqué. J'ai fini 8e. Sur 13. Mais en fait, j'ai été, à partir du moment où mon skipper numéro 1 a dû faire escale quelque part en Amérique du Sud, c'était terminé. C'était terminé. Ouais, okay. Parce que j'étais assez bien positionné. Là. Je me maintenais top 3, top 4 pendant une bonne partie. Et puis, c'est Olivier Tremblay qui a remporté le poule. Pas vrai? Ouais. Alors, félicitations, collègues. Okay. Ouais. Mais pourquoi t'as pas pris le frère de Rasmus? Toi qui connais ça, en plus, les Dahlin. J'ai pas eu le premier choix. OK, donc c'est Charles. C'est Charles Dahlin. C'est ça. Exactement. Qui est un Français, qui n'est pas du tout suédois. Oui, c'est un Français, exactement. Et donc, c'est lui qui est sorti premier dans votre pool. Fait qu'il y a de la vraie connaissance. Ouais. C'est pas non, c'est pas des jokes. C'est pas un hasard. Puis moi, j'ai pris Yannick Bestaven comme mon premier choix. Ouais. C'était le gagnant de l'édition 2021. Faudrait vérifier à RDS et à TVA qui a gagné le pool du Vendée Globe. Il y en a un à la presse. Non? Ben là, il y a des joueurs de la presse qui sont avec nous. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait partie de l'entente secrète La Presse Radio-Canada, comme chacun le sait. Oui. On se retrouve entre ah oui, cette entente-là. Avec nos masques. Ouais. C'est pas 98.5 maintenant? Ben maintenant, oui, je pense qu'ils ont fait leur lit ailleurs. Ouais. C'est vrai. Ben oui. Ouais. Non, mais il faut dire que la salle de presse des sports de la presse, c'est toutes nous autres. Là. C'est toutes nous autres qui avons mis ça... Ben, il y en a deux. Il y en a deux. Je rigole. Ouais. On les salue, d'ailleurs. J'étais dans les salutations la semaine passée. Je poursuis là-dessus. Ben, félicitations. Puis donc, il y a combien d'écarts, là? Parce que c'est pas fini, mais ça fait combien de temps là, que Charles est passé? Ça fait longtemps. Quelques semaines. C'est pour ça que j'étais un peu c'était confus. autour du 20 janvier, peut-être, même avant ça. Ça fait longtemps. D'accord. Ouais. D'accord. Toi, ton pool, as-tu gagné ton Super Bowl? Je participe pas à des poules. Je pensais que tu as dit, je participe pas au Super Bowl cette année. C'était pas toi, c'est la ligne offensive. J'ai regardé le match, c'est intéressant. C'est un bon match. C'est intéressant de voir... C'était intéressant de voir la férocité des Eagles à pourchasser Mahomes. Ils l'ont eu. Il y a plusieurs sacs. Ils l'ont eu. 6 sacs. 6 sacs, Jack? 6 sacs, 11 plaqués. Ouais. 6 sacs du corps, ça c'est du solide. Il n'est pas habitué de se faire frapper comme ça. Est-ce que vous avez mal mangé? C'est surtout ça la question. Non, on a bien mangé. On vieillit. On vieillit. Moi, je fais attention, moi aussi. Manger des légumes. Je mange une salade. Moi, j'ai été particulièrement déçu parce que, c'est pas moi qui faisais les matchs en fin de semaine du Canadien, c'était Marc-Antoine. Et puis, comme on en a déjà parlé, c'est mes repas préférés au salon Jacques-Beauchamp. J'ai manqué M. Flambette. J'avais oublié. Le gars des crêpes Suzette. Exact. Qu'on avait baptisé M. Flambette, là. L'année dernière. Il est là immanquablement chaque année. Il va peut-être être là samedi prochain pour le match. Ben oui, il va y avoir des matchs. Finlande-Suède en après-midi. À 13h. Oui, t'as raison. Une crêpe scandinave. On va faire une demande spéciale pour le retour de M. Flambette la semaine prochaine. Okay. Samedi prochain. Non, mais puisque ça me revient, mais j'y pensais puis j'avais oublié, mais je regardais Mahomes pendant tout le match, puis je me disais, il a l'air bien relax. Puis ça m'impressionnait, je me disais, il va peut-être nous sortir quelque chose, peut-être nous... Puis finalement, non. Mais j'ai trouvé que pour un gars qui se faisait bardasser, il avait l'air assez cool quand même, ses lignes de côté. Ça m'a... Il y a une leçon, pas passé inaperçu. Il y a une leçon, là. Voilà. Même quand vous vous faites bardasser... Restez calme. Restez cool. Vous allez probablement perdre par 20 points, mais bon, qu'est-ce que ça change? OK, aujourd'hui, finalement, tout ça est bien normal. Pourquoi défaire quelque chose qui fonctionne bien? Et les meilleurs contre les meilleurs, ou presque, c'est tellement hockey, épisode 379.
est de retour, votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs, merci de m'avoir réinvité. Voilà, on y a pensé. On a pris la semaine. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand t'es pas là. Alors, content de te retrouver. Qu'est-ce que tu veux dire, Godin puis moi, ça fait pas le job? Exact. Godin puis lui, c'est ordinaire. Bon. Surtout lui. Mais non. Lui étant... Il regarde même pas capable de gagner un pool du Vendée Globe, pour vrai. Je te dis. Lui étant votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alex. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je sais pas, quand tu écoute, si on gagne ces 2 matchs-là, les 2 prochains, c'est-tu les 2 matchs qui vont faire aller les choses d'un bord ou de l'autre? Je pense que c'est tous les matchs. Tu sais. Bon, je le sais, avant la pause, mais même après la pause, tu reviens. Je sais, il y a une couple de semaines, il y a des matchs importants. C'est de continuer à se batailler. Je trouve que l'équipe, elle se ressemble plus. On va pas chier du résultat, mais on se ressemble plus. C'est de continuer à pousser le groupe puis de se reposer à la fin, pas dans le milieu. Ah, ça aussi, c'est un autre enseignement. Attendez que ce soit fini avant de vous reposer. C'est bon pour tout le monde. C'est vrai qu'elle se ressemble, cette équipe-là. Oui. On la reconnaît. On la reconnaît, là. Oui, on la ressemble plus. C'est ça. Non, mais je te lisais, Martin, comme je le fais toujours... Puis tu faisais référence à cette édition des Sabres, là, j'ai pas retenu l'année, mais cette édition des Sabres où est-ce qu'ils avaient connu une séquence là, folle, là, où ils roulaient à train d'enfer. Puis finalement, ils ont raté les séries par 22 points. J'ai fait « Ah ben oui, c'est ça. C'est normal, tout ça. » N'est-ce pas la saison, tu sauras me le dire, où il avait gagné comme 11 matchs de suite par un but ou tous en prolongation ou quelque chose comme ça? Oui, ça. Il avait collé une séquence un peu comme le Canadien. Il y avait plein de matchs où l'équipe tirait de l'arrière, on revenait, puis les gardiens étaient extraordinaires et tout ça. Des fois, ça fausse la donne, mais moi, j'étais de ceux qui disaient s'ils ont été capables de maintenir ce rythme-là puis de jouer avec cette confiance-là pendant un quart de saison, il y a quelque chose. Ouais. Il y a une vitesse supérieure qui ils vont sans doute pas tenir ce rythme-là, mais les standards sont élevés puis ça va aller mieux. Et ça n'a pas pris grand-chose, honnêtement, pour que ça se dégonfle tranquillement. Je pense que c'est assez Marc-Antoine que ça faisait sourire quand je disais que juste la perte d'Emile Henneman, ça avait eu un effet sur cette équipe-là parce que ça avait changé. Le quatrième trio était très efficace, ça participait à l'attaque. Regardez les chiffres, là, la production de Jake Evans et de Yoel Armia à 5 contre 5 a chuté. En échec avant, l'équipe n'était pas pareille. On jouait avec les trios parce que Pezzetta jouait 3 minutes par match au lieu de faire rouler les 4 trios. Puis quand Goulet est tombé, ben là, donc c'est une équipe qui a commencé à bien fonctionner quand l'alignement était complet. Puis il y avait l'adrénaline, l'aîné qui arrive, puis la cavalerie arrive et tout ça. Puis ça s'est défait assez rapidement. Et la direction n'a plus le choix maintenant. On s'entend, là, quand l'équipe va revenir après la pause... la confrontation des 4 nations, il va rester 6 matchs avant la date limite des transactions. Les jeux sont pas mal faits. Ouais. Ils doivent eux sont payés pour prendre des décisions non émotives. Puis, quand à la date limite des transactions, si tu n'es pas pour faire un long bout de chemin en série, si tu ne prévois pas faire 2 rondes éliminatoires, tu ne gardes pas tes joueurs pour rien. Là, ceux que tu ne penses pas garder la saison prochaine, tu les laisses aller, tu ne perds pas des actifs pour rien. Et je pense que c'est ça qu'on peut, à quoi on peut s'attendre. Là. Parce que dans cette... C'est dommage, mais c'est ça. Mais parce que j'allais dire, dans cette chronique-là, tu faisais la démonstration que là où il y avait eu une nette amélioration, c'était au département du désavantage numérique. Oui. C'était incarné beaucoup par le travail de 2 gars qui alimentent les rumeurs. Jake Evans en tête, puis Yoel Armia pas loin derrière. David Savard, puis Dvorak. C'est la plus grosse... pourquoi le Canadien a gardé la tête hors de l'eau aussi longtemps? C'est à cause du rendement de l'unité des avantages numériques. Là, parce que à 5 contre 5, le Canadien a accordé vraiment beaucoup plus de buts que la saison dernière. Ce qui devrait être comme un signal d'alarme majeur. Absolument. 24 buts de plus en une demi-saison à 5 contre 5, c'est parce que défensivement, ça va vraiment très mal. Mais on a coupé 17 buts en désavantage numérique, ce qui est énorme. Puis la saison dernière, souvenez-vous, là, il y avait toujours des joueurs qui étaient blessés sur l'unité de désavantage numérique. C'était difficile. Là, il y a eu une cohésion toute la saison. Alors, les 4 gars
qui sont le plus associés à la possibilité de se faire échanger. Sont 4 des 5 joueurs les plus utilisés par le Canadien en désavantage. Alors, c'est juste ça le propos de mon texte. C'était, si vous pensiez que ça allait mal défensivement, attendez de voir quand ces gars-là vont... On va rajouter les 17 buts par-dessus les 25 autres. C'est ça. Mais... Et si le Canadien n'avait pas coupé ces 17 buts-là, il serait avant-dernier en défense dans la Ligue, tout juste devant les Sharks de San Jose, qui forment la pire équipe des 25 dernières années dans la Ligue nationale. Bravo pour ça. Fait que, on peut prévoir, si Kent Hughes échange 2 ou 3 de ces gars-là, ça va probablement... il va probablement avoir une chute assez vertigineuse. Et ça semble déjà... on verra, là, mais c'est le mot de la ville, la discussion en ville, c'est que, c'est ça, le dernier droit avant les vacances, entre guillemets, cette série de défaites-là aurait scellé l'issue de l'avenir de Jake Evans, particulièrement là, avec le Canadien. Mais je te lisais, puis je me disais, dans quel monde on vit quand l'affaire qui va bien, donc... Tu le défais. Tu le défais. Tu sais pourquoi... Hein? Et je comprends, là, bon... C'est pas ça la réflexion, là? C'est ça, ma réflexion. Oui, mais c'est pas comme ça, ça qu'un dirigeant d'entreprise... Ouais. Voit les choses. Dans quel sens? Dans le sens où on se dit pas, qu'est-ce qui va bien avec l'équipe en ce moment qu'il faudrait surtout pas que je défasse, par exemple, ou que je pourrais le faire. Là, ça va bien, là. Comment je pourrais nuire? Exact, mais il se dit pas non plus, regardons ce qui va bien et assurons-nous de le préserver. Parce que un bon désavantage numérique, ça s'enseigne, puis je suis convaincu qu'ils se disent qu'il y a d'autres joueurs qui seraient capables de faire le travail ultimement. C'est plus qu'est-ce que j'ai sous la main qui restera peut-être pas dans mon équipe de toute façon et dont je pourrais maximiser le potentiel. OK, mais ça, je suis d'accord ou pas, là, mais je peux juste expliquer comment forcément Kent Hughes doit voir les choses en tant que gestionnaire responsable. Bon, j'ai dit tu l'as, c'est pas vrai. C'est 2 joueurs qui sont sans contrat. Bon. Mais ça fonctionne, je veux dire. Puis bon sang... de se donner la chance... Parce que là, on règle ça tout de suite. Là, on règle ça là, début mars. Il me semble qu'on pourrait attendre un peu, se donner la chance de conserver ça, parce qu'il n'y a pas tant d'affaires qui vont bien dans cette équipe-là. Puis, Martin, tu viens de le dire, ça leur a permis de rester un peu la tête au-dessus de l'eau. Et ça fait contrepoids à la jeunesse, l'inexpérience, le développement. Ça vient... C'est un département où est-ce qu'on vient atténuer un peu toutes ces difficultés-là. Moi, ça m'apparaît excessivement positif. C'est quelque chose que, il me semble qu'on devrait essayer de préserver, quitte à ce que Jake Evans s'en aille et qu'on ait perdu un actif pour rien, non? J'étais d'accord avec à peu près... Une citation de Michel Therrien. Voilà, tu j'étais d'accord avec une bonne partie de ton exposé, sauf peut-être vers la fin, quand tu dis quitte à ce qu'il s'en aille pour rien. Ouais, ta conclusion, la chute était ratée. Mais si le fossé est aussi grand entre les demandes salariales de Jake Evans et ce qu'on est prêt à lui offrir que ce qui a été rapporté dans les médias là, par Pierre Lebrun, pour ne pas le nommer dimanche, peut-être qu'effectivement, c'est là que Kent Hughes s'est dit mieux vaut essayer de maximiser son départ plutôt que de le perdre pour rien. Tu sais, je sais pas... Si Evans dit « moi, je vaux 4 millions », puis que le Canadien s'apprêtait à lui faire une offre à 2,5 ou 2,75, ça se peut que ce soit difficilement réconciliable. Jusqu'où on est prêt à aller. Et ça va vraiment... Je suis pas mal certain qu'ils vont essayer de le garder, voir si c'est possible. Mais on connaît pas les détails. L'écart semble être important. C'est ça. Tout ce qu'on a entendu, c'est que l'écart serait important, mais on n'en a pas. On sait pas. On sait rien. On sait pas quelles sont les offres. Mais Evans lui-même semblait parler de son temps avec le Canadien au passé après le match. Il a utilisé ce temps de verbe. Une fois, peut-être. Oui. Peut-être était-ce un accident. Mais ça sonnait un accident linguistique. Comme il se. Vous qui faisiez de la radio en direct, ça arrive. Oui, vous qui faites de la radio. Voilà, tu vois, regarde, exemple, à l'appui. OK. Mais donc, c'est ça. Mais là où je te rejoins complètement, par exemple... Rejoins-moi donc complètement. Je te rejoins. Tu n'as même pas besoin de faire un pas vers moi. Je viens de chercher.
c'est ce qui me fait peur, moi, c'est cet éternel recommencement, puis on en a parlé souvent. Exact. C'est de ça qu'on parle. Exact. Puis si Evans, puis Armia, puis Dvorak, puis tout le monde s'en va... Qui s'en aille donc? On est là-dedans, là. Puis souvent, on a des discussions. Dans mes voyages, j'ai parfois des discussions avec... Des collègues, des confrères. Des gens. Des consoeurs. Non, justement pas. Du monde. Du vrai monde. Ouais, du vrai monde. Contrairement à nous, qui en sommes pas vraiment. Et souvent, on va dire, oui, mais telle personne, on pourrait l'échanger ou si on l'échange, on pourrait obtenir tel truc, etc. Puis, au bout du compte, c'est assez simple. OK, c'est oui, mais qui va le remplacer? C'est juste ça. Il faut que tu aies un plan. C'est bien beau. C'est très facile de dire on pourrait faire ça, puis on peut aller chercher un choix de deuxième tour pour Jake Evans, puis on ne l'échangera pas en bas d'un choix de deuxième tour. Mais le Canadien a 2 choix de premier tour cette année, 2 choix de deuxième tour, 3 choix de troisième tour, 12 au total. Il y a une limite de 50 contrats. On le sait, on en a parlé la semaine dernière. Il y a tout ça aussi dans la balance. Puis si Jake Evans s'en va, qui va jouer à sa place? Owen Beck, qui a 10 matchs d'expérience dans la Ligue nationale à peine, puis qui, oui, a montré des signes de progrès, mais qui n'a rien cassé, puis qui est une verte recrue. Il est même plus que ça. Là. Il est plus vert que ça. C'est une jeune pousse. Alors, non, il n'est pas prêt à prendre ce fardeau-là, à devenir le joueur le plus utilisé en désavantage numérique de la Ligue nationale. Et, donc, c'est ça qu'il faut que tu trouves l'équilibre là-dedans. Puis je ne sais pas à quel point le Canadien a tant besoin là, des maigres ou moyens actifs qu'il pourrait aller chercher en échangeant Evans, Armia et compagnie. Donc, c'est mon opinion, mais je comprends pourquoi Kent Hughes se dit qu'il faut qu'il le fasse. Mais s'il le fait, il faut que le plan pour les remplacer pour la suite des choses soit bien défini. Ouais. Puis si c'est juste, on va injecter du sang neuf parce qu'on en a beaucoup, je suis pas convaincu que c'est la voie à suivre. Exact. Puis quand vous parlez d'éternel recommencement, c'est ça. Il faut faire attention. Quand tu as un joueur qui grandit dans ton organisation, qui se comporte bien, qui est fiable, qui n'est pas souvent blessé, qui est prévisible la façon dont il va jouer soir après soir, ça a une valeur, ça. Et souvenez-vous, le Canadien, pour pas des montants astronomiques, a laissé partir Philippe Danault. C'était pas la même administration. Non, mais c'était le même genre de situation. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent non, Jake Evans, il ne faut pas le payer, il ne faut pas que ça soit cher et tout ça. Puis on n'a aucune idée encore là des demandes. Je serais surpris qu'ils demandent 5 millions par saison. Là. Mais regardez, depuis 3 saisons, personne ne parle jamais du salaire de Christian Dvorak qui gagne 4,4 millions là, et Jake Evans qui gagne 1,7. Mais depuis 3 ans, Dvorak, premièrement, il était souvent blessé. Il a 21 buts, 33 passes, 54 points. Jake Evans a 20 buts, 54 passes, 74 points. Jake Evans, qui jouait toujours avec des joueurs laissés pour compte avant cette saison, il est moins 4 sur 3 saisons, puis Dvorak est moins 31. Moi, je comprends son agent. Puis là, il y a des gens qui disent son agent, c'est un farfelu. Il y a juste 2 joueurs dans la Ligue nationale. Il y a juste 2 clients dans la Ligue nationale. Peut-être qu'il s'est compté aussi, puis qu'il se dit, sur 32 équipes, il y a quelqu'un qui va le payer à la hauteur de ce qu'il mérite. Et la direction du Canadien, à date, a l'air à aimer beaucoup signer des contrats avantageux. Là, c'est correct. Payer le moins cher possible. C'est correct. Mais à un moment donné, quand tu as des choses qui fonctionnent, il faut faire attention. Parce que puis l'autre aspect, là, on parlait du désavantage numérique, c'est que là, Dvorak puis Evans, c'est la moitié de la ligne de centre. Là. Puis Kirby Dach semble pas... C'est peut-être un ailier, finalement. Semble pas se diriger vers un gars qui va avoir une longue carrière au centre. Alors... Si Dvorak puis Evans s'en vont, c'est la moitié de ta ligne de centre qui est déjà fragile, qui s'en va. Puis Dach ne fait pas le travail, fait qu'il reste Suzuki. Fait que ça, c'est l'épine dorsale de ton équipe. Là. Fait que t'es peut-être mieux d'y penser avant de laisser partir Jake Evans, parce que tu te présentes pas mal tout nu comme un verre sur le marché. Oui, puis dans le fond, la valeur d'un joueur, c'est pas juste sa valeur en fonction des comparables, des comparatifs, c'est qu'est-ce qu'il vaut pour toi. Exact. Et Jake Evans, il vaut beaucoup pour le Canadien. Ouais. Et évidemment, on l'a dit... Comme la rose dans Saint-Exupéry. Voilà. Ah, je connais juste le mouton. Je ne savais pas qu'il y avait une... C'est de la culture aussi. Ça, même Alex, il n'y a rien pour rebondir. Et ça n'arrive pas souvent. Évidemment que le diable est dans les détails et qu'on connaît pas, on les connaît pas.
Mais tu sais, vous disiez, Alex, tu disais quoi? C'est le joueur le plus utilisé en désavantage numérique dans toute la Ligue nationale. T'sais, on vient de brosser un tableau de son efficacité. C'est sûr que c'est un quatrième centre, là. D'accord. Mais reste que sur les unités spéciales, c'est un gars qui, domine, ou enfin fait partie de l'élite. Très bon. Disons ça comme ça. Puis ça, ben, à un moment donné, ça se paye. Ça peut pas être un joueur à 1,7 million toute sa carrière. Non, puis c'est un gars... écoute, moins 4 dans les 3 dernières saisons. Dans les circonstances. C'est fabuleux. C'est fabuleux avec cette équipe-là. Oui. Puis tu sais, qui Saint-Louis a envoyé au sein du premier trio quand ça ne fonctionnait pas en fin de semaine? Mais ça, c'était pas... Non, mais c'est pas un joueur de premier trio, mais... Peut-être pas une si grande tu le fais jouer avec des bons joueurs... Non, mais Jake Evans, il peut faire ça pendant deux matchs. Mais c'est le genre de joueur... Ah, c'est sûr. Il fera pas mal. C'est ça, extrêmement utile. Et non seulement il ne fera pas mal, il va peut-être, sans produire tant que ça, il va peut-être libérer un peu Suzuki de certaines tâches, l'aider à... Évidemment que c'est pas une solution à long terme, là, mais c'est le genre de gars que tu peux déplacer dans ta formation si tu en as besoin, qui est extrêmement fiable, responsable. Personnellement, j'aimerais ça que le Canadien le garde. Puis comme Martin disait, faut peut-être pas se chicaner pour 400 000. On ne connaît pas exactement les demandes. Moi, je me chicane jamais pour 400 000. en bas de 500, je me chicane pas. Ouais, c'est une belle philosophie de vie. Non, mais tu connais ta valeur. Je garde. C'est juste de l'argent. C'est ça. Mais écoute, moi, je vais relancer sur quelque chose. Okay. Je me demande, tu sais, Kent Hughes, c'est un ancien agent. Je veux juste faire une analogie. Des fois, des gens qui étaient délégués syndicaux qui deviennent cadres du jour au lendemain, ils font avec beaucoup d'empressement. C'est un exemple qui devient comme ça. As-tu des noms? Non, mais c'est un cas classique. Et je me demande si... Tu sais, je suis sûr qu'il se battait à la vie, à la mort pour ses clients, Ken, pour avoir le meilleur... Et là, il fait la même chose de l'autre bord. Mais c'est ça. Mais ça, il faut probablement qu'il appréciait les directeurs généraux qui étaient ouverts au compromis puis qui essayaient de trouver la meilleure entente. Il faut faire attention à ça, de ne pas être trop rigide, surtout dans la situation du Canadien, parce que quand tu te mets à laisser partir des actifs qui fonctionnent, ça peut se mettre à débouler très vite. Puis juste pour boucler la boucle, on a parlé tantôt des Sabres de Buffalo. Là, je faisais référence dans ma chronique aux Sabres de Buffalo qui avait eu une belle séquence puis que l'équipe était disparue dans la brume à l'époque. Mais cette équipe-là des Sabres de Buffalo avait Jack Eichel qui avait 21 ans dans l'alignement. Il y avait Sam Reinhart qui avait 22 ans. Et là, aujourd'hui, la confrontation des 4 nations commence. Et tu as un joueur qui est sur le premier trio des États-Unis et l'autre qui est sur le premier trio du Canada. Et quand ils mettent leur gant, il faut qu'ils enlèvent. Ils ont une grosse bague à enlever. Ça fait partie du meilleur avantage numérique jamais déployé dans l'histoire de l'univers, potentiellement. Exact. Alors, c'est ça. Quand tu as des choses qui fonctionnent bien ou qui sont susceptibles de bien marcher dans ton équipe, t'es mieux de les empiler plutôt que de dire on va trouver moins cher sur le marché parce que ça peut... Tu peux te mettre à tourner dans le vide longtemps. Là. On va y venir au tournoi des 4 nations. La confrontation, des 4 nations. Je reçois un texto. Synonyme. Je reçois un texto de la LNH. Non. Un autre truc sur lequel je veux rebondir, enfin, qui m'a fait réfléchir en te lisant, Martin, c'est quand tu écrivais qu'il n'a fallu, parce que c'est effectivement ce qu'on a observé, Caden Goulet joue un rôle important dans cette équipe-là, puis c'est sûr que ça fait mal. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça a commencé avec la blessure, l'accident. D'ailleurs, soyez prudents. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en joguant. Faites attention. Soyez prudents. Donc, l'accident de Emil Heinemann, c'est là que la chaîne a commencé à débarquer. Puis, autant Heinemann jouait un peu comme Evans, d'ailleurs, sur un 4e trio, mais avait certainement une valeur supérieure à un simple ailier de 4e trio. Mais quand je te lisais, je me disais... On n'a pas non plus essayé... C'est ça. Ça a complètement débalancé la formation, l'alignement. Mais on n'a pas essayé grand-chose, là. À part, on s'est beaucoup entêté à faire jouer Michael Pezzetta 3 minutes. Ouais. Puis ça nous ramène un peu à des questions qu'on se posait en début de saison. Souvenez-vous, quand ça allait bien, je disais, finalement, Martin Saint-Louis, il avait raison d'être patient. Mais ça, c'est vrai juste quand ça marche. quand ça marche pas... on n'a pas essayé grand-chose. C'est vrai que la perte d'Heinemann a fait mal.
Je dis pas qu'il y avait 1000 options, là. Il y en avait peut-être juste 2-3. Mais bon sang, on n'en a pas essayé une ou deux là-dessus, là. Non. Ben, ils ont fait jouer Raphaël Harvey-Pinard un match, Winbeck, tout ça, mais c'est vrai que ça a été premièrement très long avant qu'il rappelle qui que ce soit. Pezzetta jouait 2 minutes, 2, 3, 4 minutes. À partir du milieu de la deuxième période, son match était terminé. On roulait à 11 attaquants essentiellement. J'avoue il a semblé avoir une forme d'entêtement là-dedans, effectivement. Et puis, ça démontre la fragilité de la formation quand tu perds un gars comme Emil Heinemann puis que les dominos commencent à tomber. T'sais. Oui, il était extrêmement efficace, mais c'est pas normal que ce soit... C'est un joueur de quatrième trio. C'est ça, le début de la fin. Il était très efficace dans un des reportages de RDS des matchs de la semaine dernière. Je me souviens plus lequel. Il y avait des chiffres de la firme Sportlogic à l'appui qui expliquaient que Emil Heinemann était... je pense, le 4e ou en tout cas l'un des tout meilleurs de la Ligue pour récupérer des rondelles en fond de territoire. Donc, en échec avant, une fois que tu as placé la rondelle dans le fond de territoire, c'est un des meilleurs de la LNH. Là, et ça paraissait. Et dans leur séquence heureuse aux Canadiens, Heinemann était un des plus productifs à 5 contre 5 de l'équipe, malgré son temps de jeu de 10 minutes. C'était le gars qui produisait le plus de points par minute de jeu. Il était dans les meneurs dans la Ligue nationale de hockey. Là. Et il faisait visiblement produire aussi, permettait à Evans et Armia de produire. Depuis ce temps-là, depuis qu'il est parti, ça fait 14 matchs. Bon, Jake Evans a 2 points à 5 contre 5 dans ces 14 matchs-là. Et Yoel Armia 3. Alors qu'ils en avaient beaucoup plus dans la bonne séquence avec Heinemann à leur côté. Ça démontre son importance, je pense, puis le fait que c'est certainement un bon joueur, mais surtout que c'est une formation extrêmement fragile. Mais là où je veux en venir, c'est que... Et c'est pas comme si pendant ce temps-là... Non, reviens. C'est pas comme si les 3 autres trios, là, ça allait tellement bien là, qu'il fallait pas toucher à ça. Là. À un moment donné, je me demande si on va voir comme une situation normale, à savoir que quand ça marche pas, tu brasses ça un peu. Ou quand ça marche, tu brasses ça un peu. Parce que, tu sais, Heinemann, je suis content que tu parles de ça parce que, à mon sens, c'est un des joueurs les plus sous-utilisés compte tenu de son rendement. Là. Puis, oui, c'est une recrue, mais si c'est ton meilleur pour aller récupérer des rondelles, pourquoi est-ce que c'est ton attaquant le moins utilisé dans l'équipe? S'il réussit à transformer ton 4e trio et à le rendre plus productif, pourquoi il grimpe pas dans la hiérarchie parce qu'il fait mieux que d'autres gars qui sont devant lui. Et moi, je vois un petit peu de rigidité là-dedans. Il faut, si tu veux qu'une équipe progresse, celui qui tue le gibier, c'est lui qui doit... c'est lui qui doit... C'est ce qu'on disait en début d'année, mais fallait... ce mois de succès... faisait en sorte que, bon, OK, il y a une certaine patience qui semblait avoir payé, mais c'est ça. Je pense pas que ça peut être soutenu, là, cette patience-là. Je pense que Martin Saint-Louis pensait qu'il y avait une bonne recette entre les mains parce que quand tout le monde était là, c'est une équipe qui attaquait par vague, forcément. On a beaucoup insisté là-dessus. Les trios fonctionnent bien. Puis il s'est sûrement dit, c'est pas vrai que la perte d'Heinemann va faire en sorte là, que tout va s'effondrer. Et que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mauvais matchs qui vont faire en sorte. Puis là, c'est devenu 7, puis 8, puis 10, puis 12. On n'a pas été battus. Non, on n'a pas perdu. Oui, 4-0, mais on n'a pas été battus. Quand on joue bien, on joue pas mal. Exact. Kaden Primo nous aura laissé une grande leçon de vie. Kaden qui brûle la Ligue américaine. Je pense qu'il n'a toujours pas perdu un match. C'est ce que j'ai lu. Depuis qu'il a été renvoyé dans la Ligue américaine. D'ailleurs, notre avenir est à Laval, je vous le dis, ce printemps. Ça pourrait être pas pire, ça devrait être le slogan de la ville. Votre avenir est à Laval. L'avenir est à Laval, ça a été longtemps. C'était ça? Wow. Tu vois, inconsciemment, ça m'a contaminé. Mais bref. Il me semble. Il y avait Salut Voisin longtemps, puis ça a donné naissance à l'équipe. Il y avait place à l'amélioration. Les voisins de Laval. Les voisins de Laval ont été nommés comme ça. Ah ouais. Puis après ça, il me semble que c'était L'avenir est à Laval. Wow. On va mettre l'équipe de recherche là-dessus. Là. Mais pour répondre à ton interrogation, du moins pour faire du pouce sur ton sujet de prédilection, c'est que... c'est ça, hein? C'est parce que tu reviens avec ça. Non, mais je pense que... Je te l'ai dit, tu as raison, je pense qu'il y avait de l'entêtement. Ça partait du fait que ce que Martin Saint-Louis avait concocté, ça fonctionnait très bien. Et que c'est probablement dit, ça se peut pas que, parce qu'on a perdu Heinemann, tout va dérouler. Ça se défend comme... Mais puis finalement, oui. Mais c'est pas juste ça, tu sais. Ça explique pas comment ça se fait que dans sa zone,
le CH est devenu aussi poreux que ce qu'il était en début de campagne. Et ça, franchement, je n'ai aucune explication pour ça. Et je pense que Martin Saint-Louis n'en a pas plus. La confrontation des 4 nations. Canada, Finlande, États-Unis, Suède. 4 nations, un seul champion. Eh oui, la grosse voix. Je suis un petit peu déçu du Suède. Ça aurait dû être UED. Mais t'étais où quand on a fait le brainstorm? Puis c'était pas... Très bon, très bon. C'est excellent. C'était pas 4 nations, un trophée que t'avais... 4 nations. On a enregistré plusieurs affaires. D'ailleurs, on ne sait toujours pas. Y a-t-il un trophée? De quoi est-il fait? On en saura davantage. Bon, êtes-vous excité? Moyen. Un peu. Ah ouais? Moyen. Mais t'es allé, Alex, t'es allé te frotter à la fine élite. À élite. l'élite, à la fleur, à la fine fleur. Mais je me sentais à ma place. Tu vois, enfin! Avec mes semblables. Entre surdoués. On se comprend. Il y avait quoi? Entraînement? De tout le monde. De tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire, tout le monde? La Finlande, les États-Unis. Non, mais j'ai... Le Canada. Le Canada. La UED. La UED. Ça, faut que ça, c'est terminé. Dorénavant, il n'y aura plus jamais de S devant le nom de la UED. Non, mais Martin, tu t'écrivais que dans nos notes, là, dans tes notes qui nous servent de blueprint, que la Finlande s'était à peine entraînée. Ouais, je laissais Alex parler, parce qu'il était là, mais il y avait juste 11 joueurs, ce que j'ai trouvé très drôle. Qui était une... J'ai beaucoup ri. C'était un entraînement optionnel. Ça commence... Le tournoi commence. Mais souvenez-vous, les enseignements de Guy Boucher, le repos est une arme. Ouais, exact. Alors, donc, ça commence fort pour la Finlande. Et Yoel et Patrick Laine ont fait l'impasse sur... mais il avait joué 2 matchs aussi. Exact. Yoel avait joué 2 matchs. Moi, ça m'a fait rire. Patrick, oui, mais il n'était pas si pire en fin de semaine. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est d'un point de vue culturel. Je trouve que c'est très représentatif de la culture des Finlandais. J'en ai côtoyé beaucoup des Finlandais quand je couvrais la Formule 1, des confrères et consoeurs. Et au hockey, on en croise aussi pas mal. Et c'est un peuple qui est très... Écoute, qui s'excite pas facilement. Et je trouvais drôle que les 3 autres pays étaient à l'entraînement. L'adrénaline en 8e vitesse, puis on y va, puis on est content, puis ça commence. Et les Finlandais, eux autres, wow. On va même prendre ça relax. Calendrier de la Ligue nationale, on va garder nos forces pour quand ça va compter. On a le temps de s'entraîner mardi, mercredi, puis on a un entraînement d'avant-match jeudi. Mais j'ai trouvé... c'est ça la beauté. C'était merveilleux. C'est ça la beauté des grands rendez-vous internationaux. Voilà. On partage. Ça foisonne. C'est ça. Ils se disent, on a déjà joué ça. Le hockey international, là, tous les gars qui sont là depuis l'âge de 15 ans se sont promenés dans le programme. On a notre système de jeu. On est correct. On va y aller calmement. À leur défense, c'est vrai qu'ils ont le temps. Là. Ils ont 2 autres entraînements complets. Puis... alors que le Canada est allé complètement à l'autre bout du spectre, ça a été un entraînement hyper intense. Punitif! Presque de 1 heure, mais vraiment, vraiment intense. On fait ils se battent. Eagles, Cirelli, ça marchait pas du tout. Braden Point, ils en sont venus au coup. Les 3 gars du Lightning. Mais bref, c'est ça. Le contraste était assez frappant. Alors, tout le monde s'est entraîné à 1h30, 2 heures d'intervalle environ. Puis ça a été surtout l'occasion de prendre contact avec tout ce beau monde-là. Ouais. Et pour le Canada, c'était Sid ou pas Sid. Ouais. C'était un petit peu ça la grande question. Et c'était décide, en fait. On allait avoir la... Décide ou pas Sid? Décide. Oui. Et Crosby n'a pas semblé limité. Quand il s'était entraîné avec les Penguins de Pittsburgh vers la fin de la semaine dernière, c'était plutôt léger. Il patinait surtout en solitaire, prenait pas de lancer. Clairement, il avait mal au bras gauche. Là. Il est entré en contact avec Eric Haula, qui joue pour la Finlande d'ailleurs. Et puis depuis ce temps-là, il n'a pas joué en fin de semaine et tout. Et hier, il semblait pas être ennuyé, du moins il ne laissait pas paraître, il décochait des tirs, ça semblait pas être un problème, il s'était entraîné régulièrement au sein d'un trio en avantage numérique et tout ça. Il disait, écoutez,
Il y a eu pas mal de discussions avec les médecins à Pittsburgh avant de partir. C'était pas une option de jouer en fin de semaine. Je suis arrivé ici, j'ai jasé avec les docs de Hockey Canada. Puis lui se sentait bien. Donc tous les voyants semblent être au vert. Mais John Cooper disait, hier, l'entraîneur disait, c'est sûr qu'il va jouer. Mm-hmm. Ça se peut que ce soit mercredi, mais c'est pas certain encore. Donc peut-être pourrait-il rater un match. Personnellement, je serais surpris. Crosby, c'est le dévouement incarné, là, on s'entend. C'était extrêmement important pour lui d'être là. C'est un objectif, c'est un enjeu flou quand même, les 4 nations. Là. Qu'est-ce qu'on gagne, puis quel en est le prestige exactement? On ne sait toujours pas s'il y a un trophée. Cette compétition-là n'a aucun prestige, aucun attrait pour les joueurs, mais c'est l'audition pour les Jeux olympiques. C'est ça si elle a une saveur, c'est parce que dans un an, c'est les JO. Oui. Ce sont les JO. Et c'est une rare occasion que Crosby va avoir de jouer avec son chum McKinnon et accessoirement d'autres immenses joueurs de hockey comme McDavid. Puis ça doit quand même l'animer un peu, j'imagine. Là. Mais c'est probablement le gars avec lequel il a le plus patiné au cours des 10 dernières années. Oui. Parce qu'ils passent leurs étés ensemble. Ouais. Les 3 s'entraînent. Et hier, il disait, l'enjeu n'est pas le même. Les stakes, là, l'enjeu n'est pas le même quand on patine dans le coin d'Halifax l'été. Même si des fois, aller regarder jouer, on dirait que c'est la même affaire, quand on est au mois de juillet. Donc, je pense qu'il est content de se retrouver. Il l'a dit, là, ça faisait super longtemps que je ne me suis pas retrouvé dans cette position-là, 9 ans, depuis la Coupe du Monde en 2016. Ça lui tentait et les occasions internationales pour Sidney Crosby, il en reste 2, je pense. Celle-là et l'année prochaine au JO. Alors, c'est pour ça qu'il est là et qu'il a tout fait pour être présent. Et il semblait en grande forme, nous a parlé, il était bien de bonne humeur. Ce n'est que de bon augure. Et donc, il jouait en compagnie de Mark Stone et Nathan McKinnon. C'est un beau mélange quand même. Et puis, en avantage, je parlais de l'avantage numérique tantôt. Là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'était donc, alors Crosby près du filet, McKinnon sur un flanc, Reinhart dans l'enclave, McDavid sur l'autre flanc et Makar en arrière. Ça, c'est spectaculaire. Il a eu... et Samuel Montembeault s'est fait bombarder par la première unité d'avantage numérique. Donc, c'est pas les tirs de la Petzette. Non, c'est ça. C'est un autre niveau, évidemment. Est-ce que le moral... Est-ce que... Se sentent-ils négligés, ces Canadiens-là? Le sont-ils? Quand c'est sorti, les alignements, on disait, les Américains... J'ai surtout demandé aux Américains s'ils se sentaient dans la peau des favoris. Faisons ça d'abord. Et il n'y a personne qui n'a rien voulu entendre de ça. Là, on s'entend, tu ne veux pas débarquer dans un tournoi comme celui-là en te proclamant « Oh oui, c'est nous autres. » Absolument. C'est nous autres, l'équipe à battre. Oui, venez à nous. Alors, tu sais, ça reste que le Canada a remporté les 3 dernières compétitions internationales d'envergure, les 2 JO puis la Coupe du Monde. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce temps-là. Les Américains ont un programme de développement qui a fait ses preuves, qui est de plus en plus performant. D'année en année, on le voit avec ce qui se passe au hockey junior, on le voit avec les palmarès des meilleurs marqueurs, avec les gardiens, et c'est très certainement là où ils ont l'avantage, et ce qui fait en sorte que, selon moi, les États-Unis sont probablement les favoris, mais c'est difficile d'exclure le Canada en partant. Alors, Connor Hellebuyck a dit, écoutez, c'est des foutaises, tout ça, c'est un récit... C'est un récit préfabriqué, là, c'est bon pour les médias, mais pour Connor, nous... c'est ça. Je pensais que c'était bon. Mais... Pour nous, c'est pas un talent show, c'est qui va travailler le plus fort et tout. Ouais. Demeure qu'ils ont le meilleur gardien au monde présentement devant le filet. Ils ont les 3. Ben, en tout cas... Ils ont les 3 meilleurs gardiens au monde. Ils en ont des très, très bons. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'ils, selon moi, ils sont favorisés, ou sont favoris, du moins, plutôt. Ouais. Et voilà, mais... Quand on regarde sur papier, je pense que l'attaque canadienne n'a pas d'équivalent, là. Mais pas loin. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui semblent s'attendre à des feux d'artifice durant ce tournoi-là. C'est la fine élite offensive. C'est la fine élite offensive, mais je pense qu'il va y avoir plus de pointage de 2-1 ou de 3-2 qu'on va voir de 6-5. La marge de manœuvre, quand ça se joue sur un match, elle est extrêmement mince. Fait que tout le monde... souvenez-vous la façon dont jouait le Canada. Là, on regardait à Sochi, on regardait l'alignement, puis on disait, ils vont terrasser tout le monde, mais c'est une équipe qui avait accordé 3 buts en 6 matchs là, dans le tournoi. C'était la meilleure équipe défensive de tous les temps. L'accent était mis là-dessus.
Puis surtout dans un contexte où les gars arrivent comme ça, ont presque pas le temps de s'entraîner ensemble, que chaque point compte dans la ronde préliminaire. Tu t'en vas en finale direct, il n'y a pas de ronde des médailles. Après, il n'y a pas une ronde préliminaire pour trouver tes repères, puis après ça, on joue pour vrai. Je pense que ça va jouer de façon très prudente, très formatée. Puis ça va être plate. Ceux qui vont faire des erreurs, ça ne sera pas plate, mais ceux qui vont faire des erreurs, provoquer des revirements, vont donner des chances de marquer aux autres. Mais tu as un paquet de gars là-dedans qui ont gagné des Coupes Stanley. Le Canada a l'avantage, je pense, en nombre de Coupes Stanley par rapport aux Américains. Là, mais souvenez-vous du genre de jeu qu'on voit en séries éliminatoires. Plus on avance, là, il n'y en a pas beaucoup des revirements. Là, puis les gars jouent les pourcentages, puis ils attendent qu'une erreur soit commise à un moment donné. Fait que ça va être pas mal plus près de ça, ce qu'on va voir, que ce qu'on voit au match des étoiles, par exemple, là, où là, ça explose de tous les côtés. Je pense. C'est ça, le format, insistons un peu là-dessus. Donc, c'est un tournoi à la ronde. Chaque équipe va se jouer une fois contre une des trois autres. Oui. Il y a 3 matchs par équipe. Là. Merci, Alex. Une autre façon de le dire. Puis, les 2 meilleurs s'en vont direct en finale. C'est un classement par points, en fait. C'est ça. Et ceux qui terminent... Et c'est quoi? C'est 2 points? 3 points pour une victoire en temps régulier, 2 points pour une victoire en surtemps. Et un point pour une défaite. Une défaite en surtemps. Puis, et pour une défaite en temps réglementaire, c'est combien? 4 points. Non, est-ce que c'est un format qui peut, je sais pas, avantager, désavantager une équipe? Est-ce que ça va jouer un rôle? Ou ça fait en sorte, comme Martin dit, que c'est comme dès le début, là, il n'y a pas le temps de ça va avantager. De trouver ses repères ou de niaiser. C'est pas que ça avantage. Au moment où on se parle, c'est impossible de dire laquelle des équipes ça avantage. Mais à la fin, tu vas pouvoir nous le dire. À la fin, celle qui va avoir gagné, je vais vous le dire. Non, mais ça va avantager celle qui va créer une chimie le plus rapidement possible, en fait. Ça, on peut pas le savoir parce que tu n'as tellement pas le temps. Donc, c'est pas en regardant la formation finlandaise qu'on se dit, selon la formation, ils sont avantagés. C'est pas ça. C'est parmi ces 4 formations-là, l'équipe qui va trouver une cohésion le plus rapidement possible va être avantagée parce que, comme Martin vient de le dire, il n'y a aucune marge de manœuvre. Tu sais, à Vancouver, en 2010, pendant les Jeux de 2010, le Canada n'avait pas très, très bien entamé ce tournoi-là. C'est un peu son genre au Canada. Et c'est un tournoi relativement court, d'à peu près 2 semaines, mais tu as quand même une piste de décollage un petit peu plus longue. Ouais. C'est possible de trouver tes repères en ronde préliminaire. Après ça, tu arrives en 8e de finale. Ben, selon les formats dépendant des années, des fois, il y avait des 8e de finale, des fois, c'était direct les quarts. Mais puis là, ça se peut que tu affrontes peut-être une Lettonie, ou une Slovaquie qui, sans vouloir les discréditer. Si t'es bien classé, tu commences contre des équipes beaucoup plus faibles, tu as le temps de roder la machine. Là, il y a possibilité. Là, c'est comme si tu arrivais directement dans la ronde des médailles. Là. C'est pas la même chose. Donc, la cohésion, la capacité à appliquer le système de jeu le plus efficacement possible, puis la chimie, l'équipe qui va développer la meilleure chimie le plus rapidement possible va être avantagée, ça, c'est sûr. Un mot sur la UED, on n'en a pas parlé. On a parlé de la Finlande, juste par souci d'équité. D'équité. Non, puis en même temps, on parle... je pense que tout le monde voit le Canada puis les États-Unis en finale. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent que les Suédois ont la meilleure brigade défensive. Moi, je suis pas... À part Erik Karlsson. C'est ça. Ils ont Erik Karlsson dans leur brigade défensive, fait que je les place un petit peu c'est un désavantage. J'ai pas vu la formation hier parce que c'était une journée folle où ça n'arrêtait pas, puis d'autres équipes s'entraînaient, puis on allait faire des entrevues avec les Américains. Non, mais j'explique. La poutine. Les gens aiment ça savoir comment ça marche. Derrière le rideau. C'est ça. Mais dans les coulisses. Dans les coulisses. Pas là. Non, mais oui, en tout cas, derrière le rideau. OK, oui, c'est ça. Et, ça serait un bon nom pour un autre site. Tout à fait. Derrière le rideau. Et donc, on courait après notre queue un peu. Mais donc, j'ai pas vu la formation suédoise. Mais moi, je serais pas surpris que Erik Karlsson soit le 7e. Mais j'ai pas vu, là. Mais personnellement, je pense qu'il serait mon 7e défenseur. Ça serait difficile de faire ça étant donné son statut. C'est ça. Et parce qu'il a été nommé sur cette équipe-là avant tout le monde, là. Mais bon, Dieu. C'est qui l'entraîneur de la UED? On les connaît. C'est des gars de... Parce qu'en Finlande aussi, c'est un... C'est un entraîneur finlandais. C'est pas Sami Aman. C'est Antti Pennanen. Ça, c'est Finlande. Avec les Finlandais. Non, mais je pose la question parce que UED, ça reste un... Pendant que tu peux chercher là, en silence, je vais c'est poursuivre. Sam Alam. Parce que, bon, je connais pas Sam, mais, comment dire, pour prendre une décision comme ça prend un
certaine ça autorité. Ça prend un mandat fort, oui. C'est ça, exactement. Faut que tu sois majoritaire. Ça va jouer. C'est ce que... Bon. Alors, Sam Hamad, l'ancien ministre libéral? Non. Oui, ça ressemble à Sam Alam, pas Hamad. On se demandait. Sam... Ça aurait pu être intéressant avec Sam Hamad derrière les balles. Pour vrai, ça aurait été divertissant. Là. Ouais. Mais... Ça, on achèterait des billets pour y aller. Honnêtement, ils ont une brigade défensive exceptionnelle. Et moi, personnellement, si j'étais l'entraîneur, Erik Karlsson ne jouerait pas. C'est probablement le défenseur qui a le pire bilan défensif dans tout le tournoi. Là. Écoutez, vous avez Jonas Brodin, qui est un as du jeu défensif. Rasmus Andersson, que tu aimes beaucoup, je pense, à Calgary, qui est aussi qui a une excellente saison. Mathias Ekholm, qui est un pilier en défense lui aussi. Forsling, qui a été peut-être le meilleur défenseur des Panthers dans les 2 dernières années. Victor Hedman se passe de présentation et Rasmus Dahlin qui va animer l'avantage numérique si Karlsson n'est pas là. Tu n'as pas besoin d'Erik Karlsson. En fait, il va te nuire. Là. Donc, c'est plate à dire, là, mais... Mais si tu veux donner une chance aux autres... Je vais le dire à Sam. Je le croise tantôt, je vais dire. Là, Sam, on regardait ça, là, puis en tout cas... Puis devant le filet, ils ont quand même Linus Ullmark ou Philippe Gustafsson. Jacob Markstrom est blessé. Mais ils sont quand même solides devant le filet, les Suédois. Puis, je regardais... Ils sont une excellente formation. Jesper Bratt, sur le troisième trio. Là. Ça veut dire qu'ils ont de la force de frappe. Là. Non, ils pourraient très, très bien gagner ce tournoi-là. Oui, absolument. Je ne serais pas surpris. Là. Qu'on se le tienne pour dit, les Nord-Américains. Surtout dans un match, que ça peut tellement se jouer sur une finale Suède-Finlande à Boston. Ça serait bon pour les revenus. La Ligue nationale triperait. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux. Réseaux questions. Question de réseaux sociaux. Public et questions. Eh oui, mesdames et messieurs, la version originale, version longue du thème de la question du public. C'est une demande spéciale. Benjamin qui nous a écrit et que l'on salue. Salut Benjamin. C'est gentil d'ailleurs. Hein, c'est toujours apprécié. Des bons mots. Des bons mots. Je vous le dis là, c'est des bons mots. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. OK, on les prend. Non, mais merci Benjamin. Puis il y avait une petite affection pour un OG qui est là depuis le début et qui avait une petite affection pour la version longue du thème de la question du public à qui on a demandé cette semaine quel est votre degré... Attends, je vais la lire comme il faut. Quel est votre degré d'enthousiasme à l'aube de la confrontation des 4 nations? Et avant d'enregistrer, Martin, tu disais, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme. À chaque fois, j'ai répondu non, mais il y a eu comme des centaines de réponses. Mais ouais, c'est ça, sont assez. ces centaines. Les gens étaient très motivés de nous dire qu'ils ne sont pas motivés. Ouais. et honnêtement, ça me surprend parce que si tu aimes le hockey, tu as envie de voir les meilleurs s'affronter. Et c'est à l'aube des Jeux olympiques. Fait que, depuis 2014 qu'on n'a pas vu notre vraie équipe olympique à l'œuvre, ça donne un avant-goût. OK, à quoi ça va ressembler aux Jeux olympiques à Milan dans 1 an? Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer? Est-ce qu'on va être compétitif ou pas? Moi, je trouve que si on a le choix de toutes les pauses possibles en milieu de saison dans la Ligue nationale, c'est ça qui est le plus intéressant. En ça, le match des étoiles, mettons. Ouais. Non, mais c'était bon, là, quand il a mis le chapeau là, avec les oreilles, là, puis il y avait 2 bâtons. Hein, ou quand Kucherov ne pouvait pas plus s'en foutre d'être là. Ouais. Et le match, je pense que le match de samedi entre les États-Unis et le Canada va être le meilleur match de hockey international qu'on a vu depuis très, très longtemps. Là, en plus, avec avec l'ambiance politique, le climat politique qu'il y a autour de ça. Ça reste que les gars sont super motivés. Je pense que Crosby, tout ce qu'il a fait pour essayer d'être là en est un exemple. Drew Doughty en est probablement un autre aussi. Je lui parlais hier et j'ai dit, est-ce que tu as accéléré le processus? Puis il dit, je sais pas si je l'ai accéléré, mais les médecins à Los Angeles voulaient me garder plus longtemps sur la touche. T'sais. Donc, la réponse, c'est un peu oui. Là. Il a dit, quand je suis revenu au jeu,
je voulais démontrer que j'étais capable. Fait que je voulais trop en faire. J'ai connu 2 mauvais matchs, mes 2 premiers matchs. Je voulais tout faire. Je voulais démontrer aux dirigeants canadiens que j'étais de retour. Puis bon, après ça, je me suis calmé le pompon. J'ai de l'expérience. Puis je trouve que j'ai mieux joué dans les 2 matchs suivants. Et me voilà. Puis c'est important pour moi, etc., etc. Donc, pour ces joueurs-là, c'est extrêmement important. Ce qui fait que si eux, leur niveau de motivation est très élevé, comme ils nous l'ont tous dit hier, ça semblait sincère, ça devrait donner des bons matchs. Ouais. Et pourquoi leur degré de motivation est élevé? Bien, parce que les Jeux olympiques dans un an. Et quand on avait parlé avec Julien Brisebois un petit peu plus tôt cet hiver ou cet automne, il avait dit, moi, je pense que ça va être le meilleur niveau de hockey qu'on va voir cette saison. Parce que souvent en série, les gars sont maganés, il y en a qui sont blessés, s'ils peuvent plus... on garde le jeu vraiment simple parce que on n'a plus d'autres ressources pour faire autrement. Alors, bon, c'était son opinion, mais le niveau d'enthousiasme envers ce tournoi-là à la Ligue nationale, des dirigeants et des joueurs est très élevé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas enthousiastes, mais il y en a qui le sont quand même. Il y a sur Facebook, Benoît qui dit 0, malheureusement, ça c'était le degré. J'ai beaucoup plus hâte aux Jeux olympiques d'hiver avec le retour des joueurs professionnels. Sylvain, j'ai hâte et je serai à 100% derrière Équipe Canada. Toujours sur le book, Daniel, très hâte, enfin du bon hockey. Sur Facebook, toujours, Alain, très, très moyenne. Pas très enthousiaste pour le show de Gary. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Les gens, c'est ça. Je pense que chez ceux qui sont pas enthousiastes, ils sentent l'opportunité. Le mercantilisme. Voilà, galopant et dégoulinant. Sur le Gram, Marc-Antoine, 0 et plusieurs barres. Et sur le Tube, il y a Abs 2469, je laisse une chance aux coureurs. Et Vincel 138, c'est bon avec les G. J'aime ça, les poignées avec les chiffres. Je trouve que c'est... Vincel qui dit « Même excitation que Kucherov au match des étoiles. » Voilà. Vincent et moi. 138 et moi, on s'entend pareil. Ouais. Gascona, 21-12. C'est toi, ça. Bon, ben ça commence quand? Hein? Je veux pas... mercredi, là. C'est qui joue? Canada-Suède. Wow. Canada-Ued. Canada-Ued. Et le lendemain, c'est Finlande. C'est États-Unis. Oh! Pour jeudi soir. Non, mais ça va être... Et samedi, c'est 2 matchs. Merci pour ce résumé de la première semaine. On sera là, bien sûr, vendredi pour en parler. Et qui sait? Parce que on l'a dit la semaine passée, il peut y avoir des tractations, là, les équipes, les joueurs peuvent bouger, il peut y avoir... C'est un bon temps. On dit la semaine passée, c'était un bon temps pour négocier. Alors, qui sait, il y aura peut-être de ça aussi. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Et chanceux de l'être. Ouais, bonne semaine internationale. Merci beaucoup. Avec le gratin. Oui, mes frères. Amuse-toi bien. T'es semblable. Mes semblables. Amuse-toi bien. Abuse pas trop. Abuse pas trop et amuse-toi bien. Martin, tu vas aller faire un tour aussi, j'imagine? Je vais être là tous les matchs. Yes, sir. Alors, toi aussi, amuse-toi bien. La bromance. Les 2 gars vont parler, ça passerelle, ça sent la bromance. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et merci infiniment. C'est un grand plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Un grand merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Et on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.